Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Durant l'été 2023, les médias ont abondamment parlé de sécheresse, de pénurie d'eau ou encore de chaleurs éprouvantes. Ces déclarations ont fait long feu face à la réalité. Ce mois de juillet a été l'un des plus pluvieux de la dernière décennie et les températures étaient assez fraîches dans le pays. Jadis, pour la majeure partie des Occidentaux, l'été était une période de légèreté où le retour des beaux jours affectait positivement l'humeur. Congé annuel, détente après une année de dur labeur, etc. Cependant, pour une frange d'activistes bénéficiant de la caisse de résonance des médias, les températures estivales devaient être alarmistes. Il y avait urgence, cet été s'annonçait apocalyptique. Pour sonder les profondeurs de cette apocalypse programmée, je reçois aujourd'hui François Roby, enseignant-chercheur en physique, et Dimitri Corias, vulgarisateur de l'extrême. Bonjour François Roby. Bonjour. Bonjour Dimitri Corias. Bonjour à tous. Alors si vous voulez, pour démarrer, nous allons évoquer la chose en soi. Si on peut effectivement parler ou non d'un été anormal. Donc avec le recul, est-ce qu'on peut considérer que cet été était quelque chose de banal, ou est-ce qu'il a, en partie au moins, répondu aux attentes que les médias mettaient en lui? Moi, je dirais que c'était un été, en fait, pas banal, du point de vue de la différence entre le récit médiatique, je dis pas le narratif, le récit, et la réalité de la chaleur sur le terrain. Il y a eu donc, on connaît tous ces fameuses cartes qui sont passées de l'orange au rouge, du rouge écarlate, voire au violet. Je crois qu'on a aperçu une bande de violet à un moment donné, c'est-à-dire qu'on était au-delà de l'au-delà. Et en réalité, ceux qui ont vécu par exemple la canicule de 2003, moi j'étais à Montélimar à l'époque, il faisait 41 degrés dehors, tous les travaux avaient été arrêtés, on ne pouvait pas sortir, on suffoquait. Là, on a été dans un vrai pic de chaleur. Mais les pics de chaleur ont toujours existé, que ce soit dans les années douces ou même dans les années froides. Je fais un petit rappel historique. Je crois que c'est Claude Allègre qui en a parlé dans son livre, où il a débunké un peu la fameuse psychose climatique en 2012. Il a raconté que on a eu, je crois, en 1718 et 1719, 2 pics de chaleur énormes en été, dans une période globale plutôt froide, ce qu'on appelait la petite ère glaciaire, je crois du 16e au 20e siècle, au 19e siècle, avec, je crois, 3 à 400 000 morts par été. C'était quelque chose d'énorme, surtout des bébés, des nourrissons. Voilà, donc en réalité, ces pics de chaleur ont toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, ils sont médiatisés et surmédiatisés. Donc il y a une saturation de l'espace médiatique, et en ce sens, c'est exceptionnel. Je suis bien entendu d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue entre ce qu'on appelle, par exemple, les températures moyennes et les températures normales. On parle souvent de normale saisonnière. Mais qu'est-ce que c'est qu'une normale? C'est rien d'autre qu'une moyenne qui a été faite pendant un temps relativement long. Même si on n'a pas énormément de mémoire, on se rappelle par exemple que l'été 2021, si je ne me trompe pas, avait été assez pourri. L'été 2022 a été relativement normal et d'une année sur l'autre, ça fluctue énormément. Donc bien sûr, il y a rien d'extraordinaire dans ce qui s'est passé l'été de 2023. Et il y aura encore des étés chauds, des étés moins chauds, plus pluvieux ou plus secs. De toute façon, ça varie d'une année sur l'autre. C'est des choses tout à fait normales. Donc évidemment, ce qui est important et ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est le décalage entre le récit médiatique et la réalité sur le terrain. Alors malgré tout, on a constaté des événements étonnants comme la neige qui est tombée au mois de juillet à Reutlingen en Allemagne, et avec cela, le récit justement médiatique est passé du réchauffement au dérèglement. On avait déjà entendu depuis plusieurs années parler de dérèglement climatique.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui refait surface, qui a refait surface à cette occasion de dérèglement climatique? Moi, je dirais une chose très simple. Dérèglement climatique, c'est quasiment un pléonasme. C'est-à-dire que le climat est un dérèglement en soi, permanent, et en même temps une régulation. Si on connaît un peu le fonctionnement de la chaleur, des nuages, du soleil, des océans, etc., qui jouent pour beaucoup dans un éventuel réchauffement plus que le CO2, mais on y reviendra, je pense, on se rend bien compte que ce dérèglement, il est là un jour après l'autre. On ne peut pas prévoir quasiment le temps au-delà de 3 jours, je crois. La marge d'erreur devient trop importante, et aujourd'hui, on nous parle d'un dérèglement climatique, on nous vend un dérèglement climatique à 30 ans, à 50 ans, puisque l'Union européenne a fait une projection jusqu'en 2050, voire 2070, date auquel il faudra réduire notre production carbonée qui entrerait pour 1,5 à 2 degrés dans justement le fameux et prétendu réchauffement climatique. Voilà. Donc ce dérèglement, c'est un pléonasme tout simplement. Il est là en permanence et c'est un mot de trop. Les météorologues le savent d'ailleurs, qui sont devenus pour la plupart, ceux qui sont au GIEC, des météorologues qui sont devenus des climatologues quand ils sont passés du bon côté de la barrière. Le dérèglement est permanent. Tout à l'heure, on parlait François Roby parlait d'étés pourris, d'étés doux, des pics de chaleur pendant des périodes froides, etc. Et c'est quelque chose auquel on était habitué depuis toujours. Le temps est imprévisible, complètement, et ceux qui sont persuadés de pouvoir le prédire sont soit des menteurs, soit des idiots. C'est ce que disait, là je reviens juste une fois dessus, Claude Allègre dans son livre de manière assez brutale. C'est pour ça qu'il s'est fait rejeter par la communauté scientifique pour ce sujet. Oui, je voudrais quand même qu'on fasse bien la distinction entre le temps et le climat, puisque le climat, ça va être une moyenne sur des temps longs. Généralement, on parle de 30 ans. Donc effectivement, le temps est imprévisible. Par contre, le climat est quand même relativement prévisible, ne serait-ce que le fait que l'hiver, il fait plus froid que l'été, par exemple, parce que ça dépend de paramètres qui sont bien sûr reproductibles, qui sont donc le chemin de la Terre autour du Soleil et son inclinaison, par exemple. Donc, il faut bien distinguer l'imprévisibilité de la météo à plus de quelques jours. Bon, maintenant, on arrive à des prévisions relativement fiables à quelques jours. Ça, c'est une certitude que on ne pourra pas aller plus loin. Mais globalement, le climat, ça reste quand même prévisible par des contraintes ou grâce à des contraintes qui, elles, sont prévisibles. Des choses aussi évidentes que la variation de l'ensoleillement, etc. Donc il faut faire la distinction entre les deux quand même. Oui, là, j'aurais dû rajouter que dans toute courbe statistique, il y a une tendance, il y a des saisons et des aléas. Nous, on a connu au cours, par exemple, d'une saison douce, des pics de chaleur ou des pics de froid, et donc on retrouvera toujours, si la tendance c'est le climat ou par exemple la saison, on sait qu'il fera effectivement plus froid l'hiver, mais on peut avoir des accidents, des aléas dans ces périodes-là. Après, bâtir des modèles là-dessus, c'est la complication. Je suis tout à fait d'accord. En février 2023, si vous vous en souvenez, lors d'un déplacement au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a annoncé un plan de sobriété sur l'eau. Et il a notamment prononcé cette phrase qui a été reprise avec ironie sur les réseaux sociaux, c'est la fin de l'abondance. Alors, sur quelle raison se fondait cette assertion présidentielle que nous pourrions manquer d'eau ? Personnellement, je n'en sais rien. Je pense qu'on ne peut pas manquer d'eau. Par contre, on peut manquer d'eau potable, par exemple, dans certaines régions, dans certains pays, mais ça, c'est un autre problème. C'est le problème de la pollution de l'eau, c'est pas le problème de la consommation de l'eau. Alors, bien sûr, il y a des régions où aussi on peut manquer d'eau parce qu'on en utilise beaucoup. Si vous vivez à Las Vegas, par exemple, qui est une ville totalement artificielle dans le désert, bon, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement en eau et on est obligé de pomper dans des nappes d'eau qui ne se renouvellent pas. Mais en France, franchement, je ne vois pas où est le problème du manque d'eau et les régions qui sont plus sèches que d'autres, elles sont habituées normalement à tenir compte de cette sécheresse. On n'utilise pas l'eau en Provence comme on l'utilise dans le sud-ouest où j'habite, par exemple. On a en France, je crois, le premier réseau hydrographique d'Europe. C'est-à-dire que la France n'a jamais manqué d'eau. Par contre, il y a eu une psychose qui a été lancée, ou une tentative de psychose sur les nappes phréatiques qui ne se remplissaient pas.
Et je crois que le récit présidentiel, de la part d'une personne qui dit souvent tout et son contraire, c'était de valider la théorie de la sécheresse durable, de la désertification de la France par le sud, et de faire de l'eau une ressource rare et donc plus chère. Et c'est un peu l'idée générale qu'il y a dans la politique menée. La politique verte, c'est soudain, ce qui était auparavant abondant, même l'électricité, qui est quand même une production humaine, où l'eau devient rare, donc devient plus chère. Oui, d'ailleurs, à propos, si je peux faire une petite remarque là-dessus, puisqu'on a abordé la question de l'électricité, donc je vous rappelle aussi qu'à une époque, on a commencé à préparer les gens au fait qu'on allait manquer d'électricité, donc ce qui peut malheureusement se passer vu la gestion du parc électrique, du parc de centrales français. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'à peu près au même moment, il y avait eu ce même genre de campagne au Québec. Alors, quand on connaît un peu ce qu'est Hydro-Québec et les gisements de production électrique qu'il y a au Québec, c'est absolument à mourir de rire, quoi. Enfin, c'est un peu comme si on allait dire que, je sais pas, au Groenland, on allait manquer de neige, quoi. Enfin, c'est totalement ridicule. Donc, c'est probablement pour justifier des augmentations de prix ou des taxes, je ne sais pas. Enfin, le cas de l'électricité, surtout au Québec, c'était particulièrement gratiné quand même. Et la sobriété dans la bouche de Elisabeth Borne, notre Premier ministre, c'est aussi, je crois, la reprise de la rigueur de 1983 des socialistes. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre ère et on prépare les gens. Alors, sobriété, évidemment, c'est beaucoup plus positif parce que ça sous-entend un effort personnel et puis une petite économie chez les particuliers. Et ça annonce pour moi non seulement quelque chose de plus lourd derrière, c'est-à-dire la désindustrialisation, mais aussi la rigueur pour tous, c'est-à-dire la rigueur, c'est le mot pour paupérisation. On le voit évidemment avec l'inflation qui explose, etc. Donc ce mot n'est pas anodin et souvent dans les discours de nos gouvernants, et il y a des mots qui ouvrent sur des portes beaucoup plus sombres. Et celui-là, je pense qu'il va être utilisé énormément à l'avenir. Et la sobriété, c'est aussi un concept qui parle aux écolos, qui, de ce point de vue, sont très très en phase avec la libéralisation de notre économie. C'est-à-dire que c'est la fin, en quelque sorte, de l'économie mixte française avec du privé et du public, un équilibre. Le privé, on sait, est en train de tout bouffer. Et la sobriété, c'est-à-dire la paupérisation, c'est la conséquence, avec la chute des services publics, de cette politique qui va peser sur les ménages, mais pas sur les grandes entreprises. Oui, bien sûr, on enveloppe des mesures impopulaires dans un vocabulaire positif. Le terme de sobriété, il a par exemple été employé à bon escient par Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Bon, mais ça, il s'agit vraiment de quelqu'un qui avait travaillé sur comment arriver à être autonome d'un point de vue, du point de vue agricole, surtout sur des terrains qui étaient a priori difficiles à travailler. Donc là, c'était tout à fait mérité, mais dans le cas de notre gouvernement, c'est évidemment tout à fait autre chose. Mais ils savent très bien reprendre au gouvernement, justement, les nouveaux concepts écolos qui parlent aux gens et surtout aux jeunes, parce que ce sont un peu les petits soldats de ce grand changement, de ce nouveau paradigme vert. Et du coup, ça entraîne beaucoup de gens plutôt naïfs ou inconscients dans des changements qui vont pas leur faire du bien. Donc là, on est quand même dans l'ingénierie sociale, comme dirait Lucien Cerise, et ce sont des mots doux qui cachent des réformes violentes à venir. Et en fait, ils nous préparent. Alors par ailleurs, on a vu les médias se faire l'écho ces dernières semaines du recul des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union européenne, semble-t-il, au premier trimestre 2023. Alors, ce serait une baisse de 2,9% par rapport au premier trimestre 2022. Et ça équivaudrait à 940 millions de tonnes de CO2. Alors, des chiffres qui peuvent impressionner, surtout quand on les rapporte à aucun ordre de grandeur, mais est-ce qu'ils ont la moindre valeur? Comment est-ce qu'on peut les interpréter à l'échelle du prétendu sauvetage de la planète? Sachant que la majeure partie de ces gaz serait due en plus à la vapeur.
Je vais peut-être faire une petite remarque sur ces chiffres. Si j'ai bien lu l'article, ces 941 millions de tonnes de CO2 correspondent aux émissions de l'Union européenne de janvier à mars, c'est-à-dire de 3 mois, hein, en fait. Et donc, si je fais une petite règle de 3 en supposant que ces émissions sont constantes au cours de l'année, ce qui est certainement pas vrai, c'est de l'ordre de 3,8 milliards de tonnes par an. Donc, il ne s'agit pas de réduction, là, il s'agit des émissions elles-mêmes. Donc, il faudrait prendre à peu près 2,9 ou 3% de ces 4 milliards de tonnes par an pour avoir à peu près l'ampleur des réductions. Alors, si vous cherchez n'importe quel article, on en trouve plein sur Wikipédia ou ailleurs, même si Wikipédia ne doit pas être pris comme la référence absolue, mais enfin, il faut essayer de recouper les sources. Vous pouvez avoir des valeurs sur les flux naturels de carbone pour situer ces valeurs-là. Donc, le total des flux naturels de carbone, dans un sens et dans l'autre, puisque c'est à peu près équilibré, c'est à peu près 150 milliards de tonnes par an, dont une soixantaine de milliards de tonnes entre la biosphère et l'atmosphère, donc la respiration et puis la photosynthèse, et puis 90 milliards de tonnes entre l'hydrosphère, c'est-à-dire en gros les océans et l'atmosphère. Et avec un petit déséquilibre actuellement entre la biosphère et l'atmosphère, puisqu'il y a plus de carbone qui est stocké dans la biosphère qu'il n'y en a émis de la biosphère dans l'atmosphère à cause justement de l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère qui va augmenter la photosynthèse et donc qui va permettre de stocker davantage de carbone dans la biosphère. Donc, faut voir ces chiffres-là, les flux naturels dans les deux sens, donc c'est 150 milliards de tonnes par an. Et là, on parle de 3% de 4 milliards de tonnes. Donc, c'est pas de toute façon des chiffres qui sont extrêmement importants. Et surtout, bon, on parle de flux naturels avec des valeurs donc, qui sont très très importantes, mais avec aussi des valeurs qui sont des estimations. Donc, quand on parle, par exemple, d'un déséquilibre entre la biosphère et l'atmosphère en faveur d'un stockage du carbone vers la biosphère, il faut voir que ce sont des estimations. Donc, actuellement, on dit qu'il y a environ 2 milliards de tonnes de l'atmosphère vers la biosphère. Bon, c'est une estimation, en fait, on ne sait pas précisément. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les chiffres que donnent les scientifiques sont bien souvent des estimations. Alors, il y a certains chiffres qui sont connus de façon très précise, comme par exemple la teneur en CO2 de l'atmosphère, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se mesurer de façon très précise. Mais quant à connaître la quantité de carbone qui est présente dans les océans, dans la biosphère, dans les sols ou dans l'atmosphère, là, c'est beaucoup plus difficile et connaître les flux aussi, ça se base sur des règles de 3 et sur des estimations à partir de phénomènes connus et c'est pas du tout facile à connaître de façon précise. On a l'impression qu'avec ces chiffres qui sont assez invérifiables, ou en tout cas très globaux, que l'Union européenne veut se mettre en tête de la décarbonation. Et ça rappelle un peu les chiffres qu'on envoyait à Staline sur les récoltes dans les années 30 en Union soviétique. Tout le monde fait assaut de réussite productive. Pour l'Union européenne, en fait, est le premier continent qui veut être, en 2050, à la neutralité carbone. Donc je pense qu'on va avoir droit à ce genre de tonnage assez régulièrement, un peu comme les comptages de morts, mais là, ça serait positif pendant le covidisme. Voilà. Et surtout, j'aimerais rajouter une chose, c'est que ces émissions donc de carbone ou enfin de CO2 sont pour l'essentiel dues à l'utilisation d'énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole, et que le problème, entre guillemets, en supposant que ça soit vraiment un problème de ces émissions de CO2, il va être extrêmement différent suivant les pays, parce que les types d'énergie qui sont utilisés ne seront pas du tout les mêmes suivant les pays. Donc raisonner au niveau de l'Union européenne en faisant comme si tous les pays avaient les mêmes problèmes, ça n'a strictement aucun sens. Si on regarde la Pologne par exemple, où je crois quelque chose comme 80% de l'électricité provient du charbon, c'est pas du tout le même problème que pour la France. Si vous regardez l'Islande, où là tout est renouvelable, ça n'a plus rien à voir. Donc les problèmes d'énergie d'où découlent les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, sont des problèmes locaux à l'échelle d'un continent. Ils ne sont pas du tout les mêmes suivant le pays. Et vouloir appliquer une règle générale à tout le monde, ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue pratique. C'est pour ça que lorsque les 195 ou 196 pays se rencontrent
toutes les X années, je crois. D'abord, chaque année pour les COP, mais je crois pour les grands rendez-vous de la Terre depuis les années 70, personne ne peut se mettre d'accord. De toute façon, les pays dits développés avec les pays dits émergents n'ont pas les mêmes besoins de développement en industrie lourde et donc en combustion d'énergie fossile. Donc de toute façon, là, il y a un hiatus de départ. Et comme dit Roby, on ne peut pas faire une moyenne et même imposer des chiffres à tous les pays en termes de décarbonation. L'Allemagne aussi fonctionne beaucoup et maintenant de plus en plus puisqu'elle a abandonné le nucléaire avec le charbon. Nous, on achète même de l'électricité aux Allemands qui a été produite à partir du charbon. Donc là, on rentre dans des complications impossibles on peut pas régler tout ça. C'est un peu comme les taux de TVA ou l'Europe sociale. On a rêvé d'une Europe sociale il y a quelques décennies. En réalité, les niveaux sociaux sont tellement différents en Europe qu'on ne peut pas égaliser. On n'a jamais réussi à créer une Europe égalitaire d'un point de vue social, avec les mêmes protections sociales. D'où les allers-retours et puis les migrations internes en Europe, et encore plus avec le reste du monde, puisque les gens viennent pour aller vers une protection sociale meilleure. Donc ça crée des appels d'air, etc. Je fais pas un dessin. Pour revenir sur le sujet de la communauté scientifique qu'on a évoqué tout à l'heure avec Claude Allègre, le Lancet, qui s'était illustré à l'époque de la crise covidique par une étude bidon qui avait été publiée dans cette revue scientifique, eh bien le même Lancet a publié une étude le 23 juin 2023 dans un des résultats revenait à dire que la ville y connaît le risque relatif le plus élevé concernant la chaleur est Paris. Alors François Roby, en tant que scientifique, comment appréhendez-vous ces articles de revues scientifiques, quand on pense spécialement au Lancet? Comment la science en est-elle arrivée là? Bon, ça c'est une vaste question, mais j'avoue que je ne connais pas cet article, donc je ne veux pas commenter sur cet article en particulier. Bon, bien sûr, tout le monde connaît le Lancet Gate depuis les folies covidistes, là. Donc tout le monde sait qu'on ne peut pas se fier à une revue scientifique parce qu'elle est prestigieuse. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que de plus en plus, malheureusement, il va falloir se méfier des revues scientifiques parce qu'elles sont prestigieuses. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que, bien sûr, la voie de la science, entre guillemets, c'est quelque chose qui va être utilisé pour imposer des mesures politiques, parce que la science, ça ne se discute pas, la science c'est rationnel, parce que la science c'est une démonstration par A plus B, et donc on va essayer, des gens bien intentionnés vont essayer de faire accepter certaines mesures impopulaires au nom de la science. Et si on veut faire ça, bon, il y a plusieurs moyens. Évidemment, on peut soudoyer directement des scientifiques. Les scientifiques sont faillibles comme tout le monde. On peut aussi essayer de soudoyer des revues, donc de trouver un moyen pour que les revues publient des études qui vont dans le sens qu'on souhaite. Et si on fait ça, en fait, donc si les gens qui ont les moyens de corrompre la science veulent veulent utiliser le canal médiatique de ces grandes revues prestigieuses, enfin de ces grandes revues scientifiques, ils n'ont évidemment pas intérêt à faire ça avec des petites revues parce que l'impact médiatique sera très faible. Alors que le montant, l'investissement en termes de corruption sera à peu près le même. Donc autant on peut penser que les petites revues pas prestigieuses publient peut-être des articles qui n'ont pas grand intérêt la plupart du temps, mais en même temps, elles seront peut-être plus épargnées par la corruption. Autant je pense qu'il va falloir se méfier de plus en plus des grandes revues prestigieuses, justement parce qu'elles vont être la cible de personnes qui veulent essayer de faire dire à la science ce qu'elles ont intérêt à diffuser. Je verrai un parallèle entre ce que vient de dire François Roby. Entre le conseil scientifique de Delfrécy qui a servi de base scientifique à tous les mensonges du gouvernement pendant la période 2020-2022, et je pense que ça va durer, et justement les revues scientifiques sur lesquelles se fondent maintenant, et puis le GIEC surtout, qui réunit des centaines de scientifiques et qui croit dur comme fer au dérèglement climatique ou au réchauffement. Et on a là quelque chose, on a un classique de l'utilisation
non pas de la science entière, mais d'une partie des scientifiques qui peuvent parfois être intéressés par la lumière, pour valider des politiques qui ne sont justement pas très scientifiques, en tous les cas, qui vont à l'encontre de l'intérêt commun. Et je trouve qu'on a tout le temps, on a souvent, avec les nouveaux gouvernements, enfin avec les gouvernements Macron, Borne, etc. successifs, on a toujours la même structure de se fonder sur par exemple, c'est le Big Pharma, à un moment donné, qui donnait quasiment ses instructions au conseil scientifique et qui fournissait des arguments de manière via McKinsey, via les cabinets de conseil. Donc on a là des systèmes de corruption ou de falsification de l'information, parce que tout n'était pas faux dans ce qu'il disait, mais en tous les cas, tout n'était pas, c'était pas complet. Hein. Des tests avaient été cachés sur les effets secondaires, etc. Des parties de contrats, je parle du covidisme, avaient été planquées au grand public sur les dangers et les limites justement de la vaccination ou de l'injection en ARN messager, etc. Donc tout est falsifiable aujourd'hui. Et on l'a vu même avec le Lancet, qui d'ailleurs s'est fait déconsidérer et qui, je pense, a introduit dans l'esprit du grand public un doute certain sur toutes les publications scientifiques. Et ça fera un précédent, je pense. J'aimerais peut-être apporter un bémol à propos du GIEC, parce qu'il se trouve que il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, j'avais pris la peine de lire la partie scientifique, proprement scientifique, parce qu'il y a plusieurs rapports du GIEC, comme vous le savez, il n'y en a pas un seul, et j'avais pris la peine de lire, pas l'intégralité, parce que ça fait à peu près 1000 pages, mais le tome qui était consacré aux causes physiques du réchauffement climatique. Et quand vous lisez au moins une partie de ce grand travail de compilation, vous vous rendez compte finalement que les articles, même compilés par le GIEC, sont beaucoup plus nuancés que ce qui reste dans le résumé pour les décideurs, qui est à peu près la seule chose que les gens lisent, et encore, à plus forte raison, que ce que racontent les journalistes de ce résumé pour les décideurs. Donc je pense que comme il y a à peu près personne qui ne va lire, évidemment, les articles originaux, ni même leur présentation dans le tome consacré aux bases physiques du changement climatique, il y a un glissement assez important entre le contenu réellement scientifique des rapports du GIEC et la présentation qui en est faite. Et pour avoir, à l'époque, eu l'occasion, par exemple, de discuter avec certains auteurs du GIEC, comme Hervé Le Trott, qui est un modélisateur français, je m'étais rendu compte que lui était finalement quelqu'un de très raisonnable et très prudent. J'avais posé par exemple la question de savoir comment on peut interpréter le léger refroidissement qui a lieu après les années 40-50, c'est-à-dire qu'on voyait même par rapport aux modélisations présentées par le GIEC qu'il y avait un petit désaccord entre la modélisation et les températures, les températures réelles de l'après-guerre. Et lui-même avait répondu, en fait, on ne sait pas trop. Donc, il reconnaissait très volontiers, enfin, en privé en tout cas, que les modèles n'étaient pas parfaits et qu'il y avait quand même une part relativement importante d'incertitude, voire de choses qu'on ne sait pas expliquer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques parmi ceux qui travaillent pour le GIEC, qui sont des gens honnêtes et qui ne sont pas nécessairement forcément attirés par les médias, mais qui sont dans leur domaine particulier des gens qui travaillent sérieusement, mais entre ces gens-là et ensuite l'impression finale qui résulte du résumé pour les décideurs et puis des discussions politiques qui tournent autour, il y a quand même un grand écart. Je vais essayer de sauver la face, mais oui, mais c'est évident que c'est dans le passage des 1000 pages du rapport scientifique aux 20 pages, je crois que c'est 20 pages pour les décideurs, je dirais que toute la nuance, toute l'incertitude est effacée, puisque le politique s'empare ensuite des conclusions et va faire son beurre avec. Voilà, donc moi j'incrimine pas les chercheurs, au contraire. D'ailleurs, même Allègre dans son... Certains peuvent être incriminés. Je pense qu'il y en a qui aiment la lumière et qui sont drogués aux médias aussi. Ça arrive, voilà, et qui participent et qui se font un nom soudain parce que les médias ont toujours besoin d'un nom.
d'un représentant. Voilà. Après, souvent, ils se brûlent les ailes, parce que lorsqu'il va trop loin, on l'a vu avec les médecins qui ont été défendre le vaccin Mordicus, etc. Il y en a beaucoup qui sont retournés dans l'anonymat. Je pense à Karine Lacombe, qui pourtant est scientifique, et qui s'est laissé emporter à la fois par sa vanité, la lumière, les sirènes de TF1 qui l'ont même proposé une émission et donc de l'argent. Et évidemment, à ce moment-là, c'est très difficile de tenir un discours nuancé et ne pas justement tomber dans ce qu'on attend de nous. Voilà, donc c'est ça que je voulais juste préciser. Donc on peut dire que de tels énoncés qui se donnent l'apparence scientifique sont justiciables d'une sociologie de la profession scientifique, finalement, avec la pression qui est mise par les revues les plus importantes auxquelles on aspire, auxquelles on veut ressembler. Oui, c'est le fameux publish or perish, donc il faut publier pour faire une carrière, et si on ne publie pas, on ne fait pas de carrière. C'est un vaste sujet. Et je pense que les scientifiques, dans leur grande majorité, sont des gens extrêmement naïfs d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas pouvoir être manipulés. Un mot là-dessus, Dimitri Corias, sur la naïveté? Non, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Il connaît bien son rayon. Et en tout cas, moi, tous les scientifiques que j'ai vus, sans être scientifiques de formation, comme François Roby, passer depuis le covidisme jusqu'au réchauffisme, on peut l'appeler comme ça, dans les médias de masse, ont tous subi la même pression qui va littéralement dépouiller leur discours de tout esprit critique pour en faire en fait des vecteurs d'une propagande. Je crois qu'ils les dépassent eux-mêmes, mais il y a véritablement une drogue aux médias, une drogue, je pense qu'il y a des décharges de dopamine très fortes quand on parle à des millions de personnes et on se laisse emporter, et parfois ce qu'on dit dépasse ce qu'on pense. Et on est en fait, par exemple, sur un plateau en télé ou en radio, on est l'objet de pressions invisibles qu'on n'arrive pas consciemment à déterminer et qui nous font dire des choses qui correspondent en fait au canal sur lequel on s'exprime. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est le tuyau qui prime plus que... en fait, on ne peut pas envoyer n'importe quel contenu dans un tuyau qui est hyper déterminé. Voilà. Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile de tenir la dragée haute à une assemblée de chroniqueurs un peu idiots, par exemple, je pense à ceux chez Hanouna, et à tenir un discours, par exemple, nuancé sur le vaccin ou sur le réchauffement climatique, et à résister à cette pression, à ce harcèlement, parce que c'est ça la règle, c'est ça le dispositif. Et comme dit François Roby, je pense qu'il y a effectivement une naïveté chez ceux qui croient qu'ils vont aller délivrer une vérité et qui ignorent tout du cadre dans lequel ils vont l'exprimer. Alors, à l'autre bout de l'échelle du réchauffisme, il y a la valtaille des militants, ceux qu'on a appelés les climato-activistes. Et donc, on voit là, en majorité, des personnes relativement jeunes, un petit peu diplômées, milieu urbain, sensibilité politique, avec toutes les guillemets qu'il faut y ajouter, de gauche, on va dire, et situation financière confortable. Ce qui frappe, c'est que c'est l'absence, en fait, des milieux populaires parmi ces climato-activistes. Qu'est-ce que vous pensez de leur profil, disons, sociologique? Est-ce qu'il y a quelque chose à en penser? Je pense que le climat aujourd'hui, c'est un souci pour riches, comme vous le dites, de manière très sociologique. Des gens aujourd'hui peuvent avoir le luxe de se poser des questions de survie à l'échelle 2100, alors que d'autres sont dans la survie immédiate. Je crois qu'il y avait une phrase justement sur la... Alors, certains écologistes intelligents ont parlé justement de la survie immédiate et en miroir de la survie de l'espèce, etc. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais pour beaucoup de gens, on ne peut pas penser aussi loin. Ce qui ne veut pas dire qu'on est con. Ça veut dire que la nécessité l'emporte sur cette espèce de prédictologie ou de proximospective qui est un loisir
pour ceux qui ont, je dirais, déjà la satisfaction d'avoir une protection sociale, un travail en CDI, habiter au centre des grandes villes, travailler dans une grande entreprise, etc. Donc on a quand même aujourd'hui deux France, dont l'une est très protégée, c'est la France qui vote Macron, même si elle n'est pas majoritaire, et puis il y a une France qui est en perdition, c'est la France qui n'a plus de valeur, plus de sens, une France qui est économiquement étranglée. Cette France-là ne peut pas, elle a manifesté, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'était qu'en 2019, je crois, à la fin un peu des manifestations des samedis des Gilets jaunes, on a tous compris que c'était une ingénierie sociale, puisque les manifs pour le climat, qui rassemblaient des centaines de milliers de jeunes, étaient organisés le même jour que les manifs des Gilets jaunes. C'était vraiment un contre-feu. C'était pas une coïncidence, et les jeunes ne manifestaient pas, on le sait, avec les gilets jaunes. C'était la France périphérique, Guillet et Fourquet en parlaient très bien, et les jeunes des grandes villes, comme on dit, des jeunes bourgeois, sont venus eux crier pour le climat avec leur gourou Greta Thunberg, et tout ça montre bien que eux, qui ne sont pas encore dans le réel dur de la survie quotidienne, peuvent avoir le loisir d'avoir des angoisses, même si c'est de l'éco-anxiété, qui sont corrélées à rien du tout. C'est totalement imaginaire. Par contre, les gilets jaunes, eux, c'était pas imaginaire. C'est le carburant qui devenait trop cher, qui a presque pris 50% depuis. C'était la désertification française, c'était la fin programmée des services publics, l'éloignement des centres hospitaliers, etc. Donc là, on est dans le dur. Oui, je vais peut-être rajouter quelques considérations. Alors moi, effectivement, je connais bien le milieu des intellectuels puisque je suis en plein dedans. Il se trouve que les universitaires en particulier sont des gens qui sont payés pour être intelligents, entre guillemets. C'est-à-dire, sont payés pour réfléchir, ils sont payés pour faire des démonstrations, ils sont payés pour être pédagogues, ils sont payés pour être, pour mettre une distance entre le réel et une théorie, enfin, pour avoir du recul sur les choses. Ces gens-là, si vous leur expliquez que ils se sont fait complètement avoir sur un sujet quelconque, ils ont beaucoup plus de mal à l'admettre que des gens dont le métier, dont la raison sociale, la raison d'être d'un point de vue social est, par exemple, de faire du pain ou de creuser des trous dans la route pour faire des travaux, etc. Donc, je comprends tout à fait qu'on ait du mal à admettre s'être fait manipuler lorsqu'on est payé pour être intelligent, lorsqu'on est payé pour faire un travail intellectuel, donc, ce qui est le cas des gens que vous décriviez. En plus, je pense qu'il y a, pour des gens qui ont une vie relativement confortable, il y a aussi la nécessité, malgré tout, de trouver un sens à sa vie, un peu plus que pour les gens qui doivent justement se battre tous les jours. Et quand on a une vie trop confortable, on a tendance à chercher des raisons. Alors ça peut être des raisons ésotériques, ça peut être certaines religions, ça peut être plein de choses, mais la nécessité de trouver un sens à sa vie, une vie qui est un petit peu trop facile, pousse, entre autres, à se trouver cette nouvelle religion du climat, par exemple. Je pense que ça y fait aussi. Alors moi, à titre personnel, par exemple, je dirais que j'ai réellement l'expérience du changement climatique, c'est-à-dire que j'ai vécu moi-même cette expérience parce que il y a fort longtemps j'habitais en Auvergne, ensuite je suis allé habiter en Alsace. Bon, là j'ai vécu un changement climatique et puis après avoir habité en Alsace, je suis venu habiter dans le sud-ouest. Alors là j'ai vu vraiment un réchauffement climatique monstrueux. Donc dans ma vie personnelle j'ai eu l'expérience de ce changement climatique. Mais cela dit, j'ai essayé quand même de garder un peu d'esprit critique, et je sais que si je reviens vivre en Alsace, je vais pouvoir me rafraîchir à nouveau, donc je panique pas pour autant. Mais c'est donc pas le CO2 qui est responsable du changement entre l'Auvergne, le Sud-Ouest et l'Alsace? Apparemment, non. C'est autre chose. Pour revenir au slogan des manifestants, des climato-activistes, quand même, on les a évidemment vus servir de contre-feu à des révoltes populaires comme les Gilets jaunes, mais parmi leurs slogans, on trouvait des choses comme « Sauvons l'Amazonie, brûlons l'oligarchie, détruisons le capitalisme, pas la planète ». Alors ont-ils les fils qui se touchent, ces militants ?
Mais je veux faire une toute petite intervention sur justement la forêt amazonienne, hein, dont on a beaucoup parlé. On en parle moins maintenant parce que depuis que des gens intelligents ont dit que la surproduction de CO2 nourrissait les forêts et faisait pousser encore mieux et plus les plantes et les récoltes, etc. Donc ça s'est un peu calmé de ce côté-là. La forêt amazonienne, on a beaucoup attaqué Bolsonaro dans la presse occidentale sur le fait que pour développer le pays, que ce soit en agriculture, plutôt en élevage, éradiquer une partie de la forêt amazonienne pour surproduire du zébu et du soja pour le nourrir, etc., que c'était une forme de destruction de la planète, puisque c'était le poumon vert de la planète et qui était attaqué par je dirais, le capitaliste trumpien du Brésil. En fait, on s'est rendu compte que une analyse comparée montrait que sous Lula et puis l'autre gauchiste qui l'a suivi après Lula est revenu, la déforestation était la même et que le Brésil ne voulait pas renoncer à son développement sur l'injonction que ce soit des écologistes européens ou américains. Et pour eux, le développement était non négociable. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ce qui sépare les pays, justement, de la COP, entre ceux qui disent on n'a pas fini notre développement et nous on veut bien brûler du pétrole, du gaz ou du charbon, et entre ceux qui disent bon maintenant on va dépolluer, on va arrêter, on va passer à autre chose, hein, comme disait Schwab, on va changer de paradigme, etc. Et il y en a qui sont pas d'accord. Donc les arguments des jeunes sur le climat, donc les jeunes éco-activistes, sont parfois sincères, mais quand on gratte un petit peu, quand on s'intéresse à ces sujets, on voit que ce sont surtout des slogans. Mais eux ne sont pas... D'ailleurs, tout se mélange. Hein. Il y a des anticapitalistes, il y en a qui s'en fichent complètement. Il y a un degré de politisation qui est très faible, ce qui est normal. Hein. À 16, 18 ou 20 ans, on n'a pas encore toutes les clés. Donc moi, je leur jetterai pas la pierre. Disons juste que... ils sont très bien là encore manipulés, mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas pourquoi en fait, dans quel but. Et ce but, c'est vrai, il est assez opaque. Dans le cas du Brésil en particulier, la déforestation est une réalité qui date pas d'hier. Hein, ça fait bien longtemps qu'on s'attaque à la forêt amazonienne, mais une des raisons pour lesquelles on a supprimé une bonne partie de la forêt amazonienne, c'est aussi la culture à grande échelle de canne à sucre pour notamment faire de l'alcool pour faire tourner les voitures. C'est-à-dire que ça fait très très longtemps que les Brésiliens utilisaient l'alcool comme carburant. Donc là aussi, on a une contradiction parce que chez nous, on nous dit bon, pour ne pas trop utiliser de pétrole, on va mettre de l'alcool dans l'essence. On a lancé à une époque, vous vous rappelez, le 85 par exemple. Et puis on se rend compte qu'une des raisons principales de la déforestation en Amazonie, c'est aussi justement la culture à grande échelle de canne à sucre pour produire cet alcool carburant, cet éthanol carburant. Donc voilà, ça fait partie des contradictions, des slogans écologiques. On se rend compte que les carburants verts, ou les agrocarburants, sont souvent pas très verts, si on regarde les choses d'une autre façon. En France, il y a quelques années, on a même parlé de carburant à partir de la betterave, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. En fait, tous ces carburants, l'alcool plus exactement, donc, qui est destiné à être additionné à l'essence, il venait soit de la betterave à sucre, soit, la canne à sucre on en a, mais pas sur la France métropolitaine, soit même du maïs, par transformation du maïs. Et en fait, ces filières d'agrocarburants, moi je préfère parler d'agrocarburants que de biocarburants, étaient poussées par les lobbies correspondants. C'est-à-dire que le lobby des betteraviers a poussé évidemment à faire de l'alcool de canne à sucre. Mais ça n'a jamais eu de raison profonde écologique, bien sûr. Alors si on revient à l'exécutif summary du GIEC, ces fameux résumés exécutifs qui simplifient tout et qui sur fait consistent en mots d'ordre, on y apprend que 243 millions de réfugiés climatiques devraient se déplacer vers l'hémisphère nord d'ici à 2050. Un commentaire là-dessus ? Oui, alors très rapidement, en une phrase,
réchauffement climatique ou pas, agrandissement de la surface du Sahara ou pas, de toute façon, la natalité au Sahel, et particulièrement au Niger, je crois, au Soudan, où on en est à 7 ou 8 enfants par femme, et même par fille, hein, parce qu'elles ont des enfants à partir de 14 ans. De toute façon, les ressources étant limitées sur ces terres-là, de toute façon, ces gens vont migrer. Alors une partie va migrer, ou émigrer, pardon, en Afrique même, parce que souvent ce sont les Africains qui vont en Afrique, et une grande partie, comme ça avait été annoncé il y a quelques années, tout le monde a hurlé, 50 millions seraient prêts, c'est ce qu'avait dit Sarkozy, je crois, à émigrer en Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, depuis, je crois, le sommet de Marrakech, d'un point de vue ou avec un prétexte humanitaire, ouvre les bras à cette immigration qui, effectivement, devrait atteindre 50 millions de personnes en 2050. Et en fait, on y est presque. Alors, c'est pas les 11 000 qui sont arrivés Lampedusa ces quelques derniers jours qui vont changer quelque chose, mais de toute façon, on en est théoriquement à 1 million par an. 1 million par an, officiellement, et ça peut monter, je crois, à 2 millions. Donc les 50 millions vont être là. Ça a été écrit, prévu, programmé par l'Union européenne. Et donc, alors après, passer à 243 millions, là, je ne sais pas ce qui va être possible et comment ils vont être accueillis. Mais aujourd'hui, l'Europe les absorbe. Je rappelle que dans les années 2015 à 2018, je crois, ou en 5 ans, pendant le conflit syrien, l'Allemagne a reçu 9 millions de migrants chez elle. 9 millions de migrants. La Turquie, 3 ou 4 millions, mais c'est parce que c'était des Syriens, mais l'Allemagne, ce sont des migrants économiques. Et ceux dont elle ne voulait pas ont été renvoyés en France. Voilà. Et ceux qui pouvaient travailler ou qui avaient certaines, capacités, sont restés chez eux. Voilà. Et l'Allemagne absorbe une quantité astronomique de migrants. La France, beaucoup moins. Mais beaucoup quand même. Oui, moi, ça me semble assez évident que s'il y a des migrations, c'est pas du tout le climat qui est le facteur dominant, loin de là. Si les gens migrent, c'est soit parce qu'ils se prennent des bombes sur la figure, soit parce que tout simplement le niveau économique de leur pays ne les satisfait pas. Ils vont voir ailleurs, en espérant avoir une vie meilleure, une éducation meilleure pour leurs enfants, une meilleure santé aussi, etc. Donc, je vois absolument pas qu'est-ce qui pourrait, de façon significative, justifier des migrations climatiques. Enfin, actuellement, ce problème du climat ne me semble pas du tout un problème du point de vue des migrations. Mais ça devient un argument, en fait, c'est un prétexte pour l'Union européenne. Oui, c'est un prétexte. Oui, voilà, il faut juste trouver une raison. Mais quand on regarde les choses concrètement, quand on voit ce qui fait se déplacer des populations, c'est absolument pas le fait qu'il va faire un demi-degré de plus sur 10 ans, alors supposant que ça soit le cas. Alors revenons vers l'Europe peut-être avec la question de l'éco-anxiété, les soucis de riches, comme vous disiez tout à l'heure. Donc l'époque contemporaine a vu la naissance de cette nouvelle forme d'angoisse, une pathologie qui affecte essentiellement les bobos, les fils de bourgeois des centres-villes. Et pour les plus désaxés d'entre eux, ils peuvent même sombrer dans l'écoterrorisme. Et on a entendu aussi cette année la vice-présidente américaine, Madame Kamala Harris, évoquer les troubles de la santé mentale climatique. On écoute cette archive récente. I mean, one of the young leaders was talking to me about climate mental health. I said, tell me what's going on with your peers. Climate mental health. Alors, leur névrose se caractérise notamment par des difficultés à se projeter dans un avenir qui leur paraît de plus en plus sombre. Ils ne souhaitent plus avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut parler ici de destruction de la raison ? Comment ce malthusianisme s'accommode-t-il, d'après vous, d'un tel irrationalisme ? Dans les conditions actuelles, c'est pas vraiment irrationnel, mais frapper des jeunes ou même des enfants avec des frappes aussi fortes sur l'avenir, en disant qu'on a même parlé d'une 6e extinction, je crois, en disant que tous les animaux allaient disparaître, il y avait plus d'abeilles, il y aurait plus d'abeilles, que tout allait se dérégler, et donc dans une réaction en chaîne cataclysmique, évidemment, sur les esprits fragiles et pas encore formés, c'est évident que ça vient se coupler avec la peur du lendemain, de l'avenir, etc. Bon, on va pas revenir sur le chômage et difficulté de trouver un emploi aujourd'hui, etc. Mais d'abord, ce phénomène, c'est pas qu'il est créé par les médias, mais il est parfois ça vire au gag, quand on voit par exemple ceux qui se collent la main sur le bitume ou qui aspergent des toiles avec de la peinture orange. Bon, c'est du
c'est du happening presque artistique, ça n'a pas trop de sens. Je suis pas certain que tous les jeunes soient touchés par l'éco-anxiété, et c'est pas vraiment leur raison qui est touchée, mais par contre, ils sont désorientés. Et ils sont pas seulement désorientés par ça, mais par les 2 ou 3 années abominables de covidisme qu'on vient de vivre. Et certains, vraiment, là, on l'avait vu avec une pédopsychologue qu'on a relayée souvent sur le site, la jolie brune dont j'ai oublié le nom, et qui reçoit dans son cabinet des jeunes qui, eux, ont pas en éco-anxiété, mais en covido-anxiété. Ils ont été masqués à l'école, on les a empêchés donc ils ont carrément une scolarité qui s'est à moitié effondrée, etc. Là, oui, là, il y a quelque chose, et on en parle moins, et pourtant, ça a été violent. Oui, je pense qu'on a fait bien pire en matière d'anxiété avec le Covid qu'on a pu le faire avec le climat, parce que dans le cas du climat, bon, les gens quand même sont conscients que ce qu'ils voient quand ils sortent de chez eux, ce qu'ils ressentent, les températures, la pluie ou les tempêtes ou le vent, n'importe quoi, ça, ils peuvent le vérifier par eux-mêmes. Alors que dans le cas du Covid, c'était un ennemi invisible, c'était quelque chose qui allait tous nous tuer ou presque, et qui ne pouvait pas se détecter, ou quand on le détectait, c'était trop tard, on était déjà infecté. Donc là, il y avait matière à rendre les gens complètement parano, et certains s'en sont pas privés. Mais bon, pour ce qui est du climat, on a plus de recul malgré tout, et on peut constater par nous-mêmes que les discours, de temps en temps, virent à la farce, comme ça a été le cas cet été. Mais moi, il se trouve que dans ma famille, j'ai, du côté de ma femme, pas mal de familles qui est d'origine d'Asie du Sud-Est. Et quand on va, par exemple, au Vietnam, on se rend compte qu'il y a de vrais problèmes écologiques, mais qui sont absolument pas le climat. C'est par exemple les déchets plastiques qu'on voit vraiment partout, qui s'accumulent partout, parce que c'est un pays où les gens sont passés en très très peu de temps d'une ère de privation. Mon beau-père, par exemple, me disait que dans le village où ils habitaient, ils ont eu l'électricité en 1989. 1989. Avant, il allait faire recharger des batteries au plomb avec son vélo à plusieurs kilomètres de là pour avoir un petit peu d'électricité à la maison. Donc, pour vous situer un petit peu d'où ils viennent, avec la guerre qui les avait plongés vraiment dans une vie très, très rudimentaire. Et donc, ils sont passés en très, très peu de temps de presque rien au niveau confort à peu près tout. Alors maintenant, vous allez au Vietnam, vous avez tous les lampadaires qui sont enguirlandés avec des LED multicolores, ils mettent de l'électricité partout, il y a des climatiseurs partout, donc eux, leur problème, c'est pas du tout d'économiser l'énergie, c'est pas du tout la sobriété, mais par contre, ils ont des vrais problèmes de gestion des déchets, parce que les gens sont pas habitués à recycler, sont pas habitués à collecter les déchets, donc ça, on le voit. Mais dans leur cas, bon, déjà, c'est un pays où il fait toujours chaud, donc les gens sont habitués à la chaleur, ils ont pas d'anxiété à ce niveau-là. Mais dans leur cas, les problèmes visibles sont absolument pas les nôtres. Et par ailleurs, ce sont des gens qui continuent à émigrer beaucoup vers l'Occident, parce qu'ils ont toujours cette volonté je dirais, la propagande occidentale marche toujours très bien au niveau ce qui vient des États-Unis, ce qui vient de l'Europe, c'est toujours mieux que ce qu'ils font sur place. Alors c'est vrai parfois, mais c'est pas toujours vrai. Et donc ils sont encore dans dans une certaine fascination par rapport aux pays développés comme les nôtres. Alors que de toute évidence, l'avenir est plus du côté de la Chine, surtout dans leur coin, que du côté de l'Europe. Pour revenir une petite seconde sur l'anxiété des jeunes, bon, elle a toujours existé, hein, ce sont des périodes d'anxiété, d'interrogation sur soi-même, sur les autres. Bon, bref, ça, c'est pas le débat, mais c'est un classique, c'est une base. En revanche, quand on prend aujourd'hui un individu, je sais pas quoi, de 16-18 ans en France, les programmes dans l'école publique, par exemple, qui lui sont assénés, et l'information, quand même, globalement, assez propagandiste dans les médias, ça crée quand même une stéréo très déstructurante. Il est très difficile de se structurer dans cet environnement informationnel, et qui est des deux côtés quasiment biaisé, hein. Et donc il faut avoir une sacrée force, une forte personnalité déjà pour pouvoir nager à travers ces deux contre-courants et arriver à entrevoir l'avenir avec une certaine assurance. Et
tous ceux qui n'ont pas justement les moyens d'avoir cette assurance, je parle par exemple de diplôme ou d'études en cours qui leur garantit quelque chose théoriquement pour la suite, ceux-là particulièrement sont touchés. Il suffit d'une petite étincelle comme justement tout un été de matraquage, de carpet bombing sur le réchauffement, la canicule, la chaleur, les incendies, etc., pour que effectivement ça puisse s'ajouter à tout ça et devenir en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Et je pense que l'éco-anxiété, c'est juste la crème sur le gâteau. Mais en dessous, il y a des couches beaucoup plus profondes d'anxiété qui ne sont pas évidemment prises en compte et prises en charge par la société nouvelle d'aujourd'hui. Alors néanmoins, face à un public plus averti qui a était attentif à la réalité des températures de cet été, on a vu un choc en retour, c'est-à-dire que les scientifiques de plateau qui s'étaient fait le porte-voix de cette propagande réchauffiste se sont pris une tempête de merde sur les réseaux sociaux et on les a vus en chœur se plaindre de leurs tristes conditions. Quel sera le cap à compter duquel ces spécialistes seront, définitivement honnis et n'oseront plus se présenter sur les réseaux sociaux ? En fait, ils fonctionnent comme des fusibles. Les gens qui viennent porter un message qui ne correspond pas au réel, d'une manière ou d'une autre, après un temps plus ou moins long, à court, moyen ou long terme, se dégradent. Moi, je parlais de Karine Lacombe tout à l'heure, c'est l'exemple parfait d'une espèce de comète médiatique qui a fini par se brûler dans l'atmosphère et finir par terre en morceaux, en lambeaux. On n'entend plus parler. Et bien tous ceux qui viennent défendre quelque chose qui est exagéré et qui comporte trop de différences par rapport au réel se condamnent eux-mêmes. Par contre, le temps médiatique est un temps court, est un temps de l'immédiateté. Donc ça peut tenir avec de manière ponctuelle, mais on a remarqué d'ailleurs sur le covidisme, parce qu'il y a des parallèles entre évidemment le réchauffisme et le covidisme, que, et moi j'ai noté en fait, le temps d'usure des propagandistes du Covid ou du vaccin. Ce temps d'usure est devenu de plus en plus rapide, parce que les réseaux sociaux évidemment ont réagi avec de l'information, du doute, etc., qui est d'ailleurs très scientifique, et à chaque fois qu'un soi-disant ou prétendu expert était débunké, ce qu'on appelle débunké, eh bien, il finissait par disparaître parce qu'il n'avait plus, il ne portait plus de crédit, il n'apportait plus de crédit à la chaîne. Au contraire, il apportait quelque chose de négatif. Donc, une chaîne n'envoie quelqu'un que si il est nouveau. Donc, il y a eu les Dr Flao, il y a eu Megarban, il y a eu donc Lacombe, il y en a eu à peu près une quinzaine, Marty, etc. Et à partir du moment où le shitstorm, comme vous dites, a commencé à les ensevelir, peu à peu, c'est comme une espèce de blob, eh bien ils ont fini par disparaître, parce que de toute façon ils devenaient contre-productifs pour la chaîne, pour l'audience et pour les annonceurs. Et ils provoquaient évidemment l'effet inverse, c'est ce qu'on appelle l'effet stressant dans l'opinion. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit plus trop BHL, parce qu'une chaîne qui va produire BHL aujourd'hui dans une émission va se prendre une telle volée de bois vert sur le net que c'est quasiment injouable. Et même les producteurs sont coincés, parce que BHL, un peu comme la famille Lang, c'est-à-dire Jacques Lang et sa femme qui passaient leur temps à appeler les journalistes, BHL, il fait pareil, puisqu'il invite les journalistes dans ses riades à Marrakech, et donc il réclame ensuite des présences plateau. Mais c'est plus possible. Donc effectivement, on ne le voit quasiment plus. Et donc il y a une durée de vie limitée des propagandistes, que ce soit pour le réchauffisme ou pour le covidisme, et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus court. Je remarque que les comètes vraiment durent de moins en moins longtemps. Oui, mais je pense qu'on devrait remercier les chefs d'orchestre de la propagande de nous envoyer, par exemple, des gens comme Greta Thunberg, parce que autant lorsque c'était Jean Jouzel ou Hervé Le Treut qui passaient dans des émissions dignes des dossiers de l'écran, des gens extrêmement posés qui allaient vous expliquer, puis avec quand même l'aura de leur médaille scientifique, ce qu'était le réchauffement climatique, autant quand on voit Greta Thunberg, on a juste envie de rigoler, quoi. Donc ça a un effet pédagogique, je pense, mais peut-être pas dans le sens qui est voulu au départ par les chefs d'orchestre de la propagande. C'est-à-dire que quand on n'a plus que ça à montrer, ou en tout cas qu'on l'a fait jouer vraiment assez souvent, au moins autant que des gens qui sont,
qui ont une certaine aura scientifique, on se dit, là peut-être que quand même on nous prend un petit peu pour des imbéciles. D'ailleurs, c'est la même chose. On disait à une époque, les ministres, les premiers ministres, ce sont des fusibles. Ils font leur boulot, ils deviennent impopulaires et ils sont jetés une fois qu'ils sont carbonisés. Donc là, on retourne sur le carbone. Mais Greta Thunberg, aujourd'hui, ne peut quasiment plus apparaître, puisque je crois sa dernière apparition publique, c'est quand elle a fait semblant, en souriant, d'être portée par 2 ou 3 policiers lors d'une espèce de manifestation. Et personne n'a cru, en fait, à cette espèce de spectacle victimologique. Là, on était tombé dans le grotesque. Ça l'était déjà avant pour les gens sérieux, mais là, ça ne pouvait plus. Et même les jeunes, je crois, voyant ça sur le net, ne pouvaient pas s'empêcher de rigoler. Et ça, on tombe dans le second degré. Et je pense que dans son cas, d'ailleurs, il y a eu un comportement extrêmement cynique de la part de gens qui l'ont utilisé, puisqu'on l'a utilisé, je ne me rappelle plus à partir de quel âge elle avait, mais elle avait vraiment l'air d'une gamine. Même pas adolescente, en fait. 14 ans, je crois 14 ans. Oui, peut-être 14 ans, mais elle en faisait moins. Donc, elle avait vraiment pas l'air d'une jeune fille de 14 ans. Donc, je pense qu'elle a été utilisée par des gens qui se disaient on ne peut pas critiquer de façon frontale une personne qui a l'air aussi pure, qui a l'air aussi enfantine qu'elle, et donc on va la mettre sur le devant de la scène. Et maintenant qu'elle a, je ne sais plus quel âge, mais enfin, elle doit avoir une vingtaine d'années peut-être, quelque chose comme ça, et qu'elle a toujours l'air un peu juvénile, mais enfin, elle fait moins gamine qu'avant quand même. Je crois que de façon très cynique, les gens se disent, de toute façon, son temps est passé parce qu'elle peut plus, on peut plus utiliser le chantage aux émotions qu'on faisait avant avec elle de la même façon, parce qu'on n'a pas autant pitié d'elle. En fait, on ne peut pas se retenir de la même façon qu'on le faisait avant de la critiquer. Parce qu'avant, c'était l'idée de la pureté, c'était l'enfant qui nous avertit sur l'avenir du monde et qu'on est obligé d'écouter, parce que sinon, on est des mauvais adultes, on est des mauvais parents, en fait. Alors qu'aujourd'hui, elle a l'air de rien, et donc, elle n'est plus utile. Alors justement, face à tant de ridicule, ou de chantage moral insupportable, de culpabilisation, malgré tout, si on se fait l'avocat d'une écologie sérieuse, est-ce que beaucoup de gens n'ont pas été dégoûtés définitivement de l'écologie et donc ne seraient pas prêts à, disons, jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, et est-ce que ça n'a pas finalement tout ça dégoûté une bonne partie de la population de combats écologiques qui malgré tout seraient sérieux, eux, et utiles à mener? Bien sûr, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer par faire la distinction entre l'écologie, qui est une science, et l'écologisme politique, qui est donc l'utilisation du prestige d'une science à des fins politiques. Et je pense que la première des choses commence par là, par rectifier le vocabulaire. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que tout le monde parle d'écologie en pensant aux militants écologistes. Mais je pense que la première des choses, c'est de faire ça, parce que l'écologie est une science qui a évidemment qu'il faut respecter en tant que telle et qui a apporté énormément de choses et qui continuera à en apporter. Et par ailleurs, il y a des problèmes qui sont liés à notre mauvaise gestion des ressources, à notre mauvaise gestion des déchets en particulier, l'absence de recyclage. Bon, je parlais tout à l'heure du Vietnam où c'est beaucoup plus évident que chez nous encore. Donc oui, bien sûr, il y a des combats écologiques au sens réel qui sont à mener. Moi, je ferai aussi tout à fait la part des choses entre je dirais les écolos sérieux et puis ceux qui sont dans le spectacle. Par exemple, aujourd'hui, qui incarne malheureusement l'écologie politique, c'est Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, elle a un mode de fonctionnement marketing où elle raconte une connerie, elle fait hurler la moitié de la société dite rétrograde pour faire exister au quotidien, comme le faisait Sarkozy avant, c'était une journée, une idée, donc pour faire avancer ou exister l'idée écologie, pour l'ancrer dans les esprits. C'est aussi ça, son but caché. Mais elle déconsidère complètement ce combat quand on pense aux penseurs de l'écologie. Alors là, je parle des penseurs, pas forcément des scientifiques, mais je crois que c'était un type comme Fourier, je crois, ou dans les années 70, tous ceux qui faisaient la gueule ouverte, les vrais gauchistes, écologistes, c'est vrai qu'ils étaient anti-système, hein, ils pensaient pas très bien. D'ailleurs, ils ont été nettoyés par la nouvelle gauche écologiste dans les partis, qui est devenue compatible avec le pouvoir. On l'a vu avec
avec comment il s'appelle, celui qui justement a été évincé par Sandrine Rousseau. Ce sont des ambitieux qui veulent le pouvoir. Par exemple, en Allemagne, chez nos voisins, les écologistes ont des positions très fortes. Ils ont pris des ministères forts, comme par exemple les affaires étrangères, etc. Et eux ont créé une écologie de pouvoir qui n'a pas changé grand-chose, parce que l'Allemagne fait de l'électricité avec du charbon, et l'Allemagne, même si Leyen est à la tête de la Commission européenne et Scholz domine quasiment l'Europe économiquement, c'est pas un pays en réalité qui est en pointe de l'écologie. Nous, avec le nucléaire en France, on est quand même plus dans la décarbonisation et dans le respect, je dirais presque, de l'environnement, à moins qu'il y ait une catastrophe un jour. Mais en tous les cas, aujourd'hui, l'écologie qui est devenue politique a presque abandonné le fond intéressant d'un changement de société. Alors certains s'en réclament, comme la nouvelle chef des EELV, là, qui a été élue dernièrement, mais son discours gauchiste, qui finalement finit par s'attaquer toujours au fascisme, n'a plus grand sens. C'est pas ça l'idée de l'écologie, je pense. Pour moi, l'écologie, tout simplement, ça part de chacun, c'est une consommation raisonnable. C'est-à-dire comprendre que, par exemple, manger de la viande effectivement tous les jours, c'est une connerie, puisque ça entretient une industrie de l'élevage qui fait de la médiocre qualité, et alors que de temps en temps, etc., si on mange une fois tous les 8 jours, je crois, de la viande, on arrive à quelque chose de plus sain. Mais le modèle productiviste français est difficile à abandonner par une génération qui a vécu le manque de la guerre et de l'après-guerre. Donc je crois que c'est quelque chose de générationnel. De ce côté-là, ça peut évoluer, mais au niveau interindividuel. Je ne crois pas trop au changement méta. Oui, j'aimerais faire une petite rectification, si c'est possible, au sujet de l'électricité en Allemagne, parce que c'est vrai qu'un cliché qui circule beaucoup, c'est que les Allemands utilisent aujourd'hui davantage de charbon pour produire leur électricité. Bon, mis à part un tout petit rebond depuis 2020 qui existe, c'est pas le cas. C'est même en fait la portion de charbon utilisée pour fabriquer l'électricité a décru de façon assez constante depuis le début du siècle. Par contre, ils ont énormément investi dans le photovoltaïque et dans l'éolien, et c'est vrai que le photovoltaïque et l'éolien ont pris une portion, une part très importante dans leur production électrique. Mais ça pose d'autres problèmes, et notamment l'éolien, parce que, comme vous le savez, l'éolien, c'est très peu prévisible, et quand c'est combiné à des absurdités comme le marché de l'électricité, donc où les choses, où l'électricité de gros se négocie comme des denrées en fonction de l'offre et la demande, à certains moments, on a eu par exemple de l'électricité qui avait un prix négatif à la bourse de Francfort parce que on en produisait trop par rapport à la demande. Donc ça montre le côté complètement délirant de certaines politiques énergétiques qui sont basées sur la loi du marché, alors que ça doit être basé sur des réalités physiques et sur des besoins qu'on peut programmer, qu'on peut définir, et qui ne doivent surtout pas se réduire à la loi du sain marché. Mais c'est faux de dire que la proportion de charbon a augmenté dans la production électrique. Vous pouvez par exemple aller voir même sur Wikipédia, je vois il y a un article, alors c'est un article dans l'édition anglaise là, qui s'appelle Electricity Sector in Germany, parce que dans la version française, vous ne trouvez pas ce graphique, mais dans la version anglaise, vous avez un graphique qui donne la répartition de l'électricité en fonction des différentes sources. Alors c'est en allemand, mais ça se lit quand même assez bien. Parce que le charbon, ça se dit Steinkohle ou Braunkohle, suivant que c'est du lignite ou du charbon de meilleure qualité. Et donc voilà, c'est juste une petite correction là-dessus. Par contre, l'Allemagne a consommé jusqu'à peu énormément de gaz russe. Son développement était fondé sur le gaz. Oui, ça reste à peu près stable, le gaz. Ça a un peu augmenté, pas tant que ça. Par contre, ce qui a énormément augmenté, c'est surtout l'éolien et le solaire, donc solaire photovoltaïque. Et aussi la récupération des ordures. Oui, comme dans les pays scandinaves. Et d'ailleurs, je crois que le programme pour 2030 de l'Union européenne, c'est de doubler
l'électricité d'origine éolienne. Ce qui veut dire qu'on va avoir des parcs qui vont doubler un peu partout. Hein. Donc ce n'est que le début. Hein. Je m'adresse là à tous ceux qui veulent défendre les panoramas et les fronts de mer. Des conséquences catastrophiques pour les paysages. Mais par exemple, le problème de l'électricité en Norvège, alors qui n'est pas un pays de l'UE, mais qui est un pays de l'Europe, en Norvège, bien que consommant beaucoup plus d'électricité que chez nous par tête d'habitant, mais ils sont beaucoup moins nombreux, ils n'ont aucun problème parce que tout, à 99, quelque chose %, c'est de l'énergie hydroélectrique, et donc ils ont tout ce qu'il faut pour ça. La Norvège, c'est des lacs et des montagnes, donc ils n'ont aucun problème pour ça. Donc eux, par exemple, ils n'ont typiquement aucun besoin de se priver en matière électrique. Et ils ont même des raisons pour laisser la lumière allumée chez eux quand ils sortent l'hiver, parce que les nuits étant très courtes, ça évite aux gens de déprimer quand ils traversent des villes complètement noires. Alors, chez eux, ça fait partie du savoir-vivre que de laisser la lumière allumée. Quand on sort de chez soi, c'est pour que les voisins n'aient pas l'impression de vivre dans une ville fantôme. C'est la luminothérapie, la Scandinavie. Voilà, exactement, mais c'est tout à fait légitime. François Roby, Dimitri Corias, merci. À moins que vous ayez un autre mot à ajouter sur notre sujet. Juste un tout petit retour historique sur je crois sont nés en même temps deux pôles du mondialisme. Ce sont les réunions justement chaque décennie qui ont commencé, je crois, en 72 à Rio de Janeiro sur la Terre, donc sous l'égide de l'ONU. C'était la première réunion de tous les pays pour un développement durable. Et en même temps, quasiment, quelques mois plus tard, est né le World Economic Forum de Klaus Schwab, et qui se sont un jour, évidemment, en 2020, je crois, fondus, puisque dans le programme du Forum de Davos, il y avait la lutte contre le réchauffement climatique, et qui permettait de de changer de paradigme économique. On ne sait pas trop où on va, évidemment, avec Schwab, mais ce qui était au départ quelque chose qui sensibilisait les pays et les habitants, le développement durable, etc., la fin ou la baisse de la pollution, est devenu quelque chose qui a été capté par les forces mondialistes et qui est devenu un argument pour... on le voit, un changement qui ne va pas forcément dans le sens des besoins ou des désirs des peuples, même si lorsqu'on lit en fait le livre de Schwab, tout est en apparence positif, propre, mais on voit à l'application des choses que c'est beaucoup plus compliqué et que ça cache des choses assez perverses. Voilà. Dimitri Corias, François Roby, merci. Chers auditeurs, c'est sur cette dernière évocation du mondialisme que nous quittons le sujet de la canicule asymptomatique. Et pour cela, je vous propose d'écouter, pour finir, les Cosaques commandés aux éléments. Neige, il est temps de fondre au soleil. Chant traditionnel russe, interprété par le Chœur d'Hommes de Moscou, dirigé par Anatoly Grindenko. Выпьем по другому.